Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la guerre en Ukraine. Alors que l'Allemagne a donné son feu vert à la livraison de chars Léopard 2 à Kiev, une décision accompagnée de celle des États-Unis qui promettent d'envoyer des chars Abrams également à Kiev. Les deux décisions seraient liées et c'est une étape majeure dans le conflit pour aider l'Ukraine à reprendre les territoires occupés par la Russie. Une étape importante pour la victoire finale, a même réagi Volodymyr Zelensky. Joe Biden prévoit la livraison de 31 chars Abrams pour, je cite, faire reculer l'agression russe. Restent bien sûr ces questions pour l'Occident. Comment aider l'Ukraine tout en évitant l'engrenage? Comment envoyer des chars lourds à Kiev sans devenir co-belligérant? En quoi l'envoi de ces chars changera-t-il la situation sur le terrain? Est-ce vraiment une nouvelle étape dans la guerre en Ukraine? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sabine Thilet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée MoDem d'Indre-et-Loire, membre de la Commission des Affaires européennes et également de la Commission de la Défense et des Forces armées. Vous êtes également vice-présidente du groupe d'amitié France-Allemagne de l'Assemblée nationale. Bienvenue à vous. En face de vous, Renaud Girard. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Bienvenue également. Nous avons avec nous en duplex de New York John Rick MacArthur. Bonsoir John Rick, directeur du mensuel Harper's Magazine. Bienvenue à vous. Merci. Bonsoir. Nous avons avec nous Régis Janté, notre correspondant en Géorgie, qui est avec nous en direct. Merci d'être là. Régis, bonsoir. Bonsoir à vous. Et puis, nous avons Emmanuel Chaz, en direct de Kiev. On me dit qu'elle ne répond pas. On aura bien sûr une réaction de Kiev à chaud après ces annonces américaines et allemandes. Auparavant, je vous le redis, l'Allemagne a donc accepté l'envoi de Léopard 2, ces fameux chars lourds, à l'Ukraine. 14 de ces chars seront pris sur le stock de l'armée allemande. D'autres seront envoyés de Pologne, de Finlande, peut-être des Pays-Bas ou encore d'Espagne. Avant d'en parler, je vous propose de faire le point en images. C'est désormais officiel. Devant les élus du Bundestag, Olaf Scholz le confirme, l'Allemagne va bien fournir des chars Léopard 2 tant réclamés par son allié ukrainien. Nous allons livrer à l'Ukraine des chars de type Léopard 2. Cette décision est le résultat de concertations intenses avec nos alliés et nos partenaires internationaux. Je veux souligner que cette décision est juste. Nous ne nous sommes pas laissés entraîner. Dans un premier temps, Berlin livrera un escadron de 14 blindés lourds, l'objectif étant d'envoyer une seconde compagnie au plus vite. Volodymyr Zelensky s'est dit sincèrement reconnaissant, même s'il assurait ces derniers jours en avoir besoin de centaines pour repousser les forces russes. Autre annonce du chancelier, il autorise la dizaine de pays qui possèdent des chars Léopard 2 à les fournir à Kiev. Propos notamment salués par la Pologne, qui la veille en avait fait officiellement la demande. L'Allemagne, qui va aussi rapidement former sur son sol des soldats ukrainiens à l'utilisation de ces blindés lourds. Si Olaf Scholz hésitait jusque-là à donner ce double feu vert, c'est qu'il est soucieux d'éviter une escalade avec Moscou. Mais ces derniers jours, la pression était devenue trop forte, au sein de la coalition gouvernementale et de la part des alliés. La Russie n'a pas tardé à réagir à l'annonce allemande. Par la voix de son ambassadeur à Berlin, elle dénonce une décision extrêmement dangereuse qui, selon elle, va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation. Une rhétorique habituelle depuis le début de la guerre, destinée à faire hésiter les pays alliés au moment de fournir davantage d'armement à Kiev. Et on va écouter tout de suite Joe Biden. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont envoyer 31 chars Abrams à l'Ukraine, l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Les Abrams sont les chars les plus efficaces du monde. Ils sont aussi extrêmement complexes à opérer et entretenir. Nous allons donc également fournir à l'Ukraine les pièces et l'équipement nécessaires pour utiliser efficacement ces chars sur le champ de bataille. Nous allons commencer à former les troupes ukrainiennes sur ces questions de maintenance aussi vite que possible. Renaud Girard, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux décisions, la décision américaine d'envoi des chars Abrams et la décision allemande d'envoi des chars Léopard 2? C'est très clair, à mon avis. C'est un deal entre les deux pays? Ils se sont sûrement parlé. Les Allemands ne veulent pas faire cette guerre seuls.
Parce que bien sûr que les Européens sont des co-belligérants, bien sûr que l'OTAN est Donc vous dites, ça y est, ils sont bien co-belligérants. sûr, bien sûr. Alors on n'envoie pas nos soldats, si vous voulez, on ne fait pas la guerre, on n'envoie que des forces spéciales. Les Américains ont depuis le début d'ailleurs des bérets verts, les Britanniques des SAS qui aident les Ukrainiens, mais effectivement, ils ne sont pas en première ligne, donc on n'a pas encore de soldats. Mais évidemment, l'armée ukrainienne a réussi à résister contre l'invasion russe à cause du soutien de l'OTAN, qui était aussi un soutien très important dans le renseignement, qui c'est très important ça. On a franchi une frontière aujourd'hui. Évidemment que cette guerre, depuis le début, d'ailleurs la position, l'Allemagne, elle était beaucoup plus hésitante, mais depuis le début, nous avons, depuis Maïdan, en fait, depuis janvier 2014, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a pris parti pour la révolution qui avait lieu à l'époque à Kiev contre le président Yanukovych, qui était un président pro-russe, qui avait été élu démocratiquement avec des observateurs européens, mais il était pro-russe, il était en train de changer de politique, et donc ça a provoqué des manifestations. Et l'ambassadeur des États-Unis est allé soutenir publiquement, dès janvier, les manifestants. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Et ensuite, les Américains, après l'annexion de la Crimée, qui s'est fait sans mort, mais ensuite il y a eu l'ingérence russe dans le Donbass, la rébellion des russophiles du Donbass, là, les Américains ont aidé, formé, armé les Ukrainiens. C'est pour ça que les Ukrainiens ont été capables de résister. Donc on est dans une continuité, c'est ce que vous dites en fait, René Girard. Oui, surtout que les patrons de l'OTAN, ça a toujours été les Américains, et là ils le sont plus que jamais. Et d'ailleurs je pense que si la paix, elle sera faite directement s'il y a une paix dans l'année 2023, on aura le temps d'en reparler. Entre Washington et Moscou. Alors, Sabine Thilet, justement, 2000 chars Léopard en Europe. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, je ne sais pas si vous qui êtes une spécialiste de l'Allemagne. 14 Léopards de fabrication allemande qui vont être envoyés. Il y en aura donc en Finlande, en Pologne, aux Pays-Bas, en Espagne, peut-être qui vont aussi en livrer. On ne sait pas combien, mais c'est une vraie étape pour l'Allemagne, là. C'est une vraie étape. C'est presque, j'ai envie de dire, une ligne rouge. Nous avons fêté dimanche... Vous parlez de ligne rouge, vous parlez de belligérance. On a passé un grade. Une forme de ligne rouge, je dirais, par rapport à l'histoire de l'Allemagne, par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, par rapport aussi aux hésitations. Mais je crois que... Bon, on a fêté dimanche le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. On se réunit, vous savez, on a créé une assemblée parlementaire franco-allemande. D'ailleurs, on voit bien que les questions de défense sont toujours des questions très difficiles à approcher entre Français et Allemands. Et Annalena Baerbock, dimanche, avait annoncé lors du Conseil des ministres qu'il y aura livraison des chars. Oui, mais le chancelier ne s'est pas exprimé. Donc là, il y avait quand même encore un moment d'hésitation, d'autant plus que le SPD s'est quand même plus ou moins prononcé contre plus de livraison d'armes et contre plus de diplomatie. Donc je pense qu'il y a eu aussi qu'est-ce qui a fait céder? C'est le fait, pardonnez-moi, c'est le fait que les Américains ont accepté aussi de livrer les Abrams. Je pense qu'il y a l'exigence du chancelier. Je pense qu'il y a cette concertation qui a été nécessaire, mais je pense aussi, enfin, j'ose avancer que, en fait, que la France a donné une impulsion aussi en livrant les AMC-10, les fameux chars légers. Les chars légers, voilà. Donc, RC-10. Voilà, pardon, RC-10, voilà, ça m'échappait. Et je pense que c'était un vrai signal, puisque l'Allemagne, après, a décidé aussi de livrer, d'envoyer les Marder. Et ça, c'était pas tout seul non plus. Donc, il y a eu une impulsion qui a été faite. De plusieurs pays européens. Oui. Thierry Volton nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Essayiste, spécialiste des régimes communistes et post-soviétiques, auteur d'une histoire mondiale du communisme. Alors, une réaction, Thierry Volton, est-ce que, pour l'historien que vous êtes, est-ce qu'effectivement on a franchi un cap, une étape? On parle co-belligérance aujourd'hui, on parle franchir une ligne rouge côté occidental. Il est clair quand même qu'on a franchi une étape. Je ne sais pas si c'est un cap. En ce qui concerne cette livraison de chars, je crois que l'Allemagne ne voulait pas être seule. C'était ça son objectif. En tout cas, ne pas avoir l'impression de décider seule. Et il est clair qu'elle attendait un peu une position américaine de soutien, si je puis dire, et donc avec les chars américains qu'elle a fini par obtenir. Bon, donc c'est vrai que
amener des chars sur un terrain de guerre, si je puis dire, c'est un pas supplémentaire. Et ça serait idiot de ne pas le dire. Maintenant, la situation, d'abord, les Ukrainiens le demandaient, ils en avaient besoin, ils en ont besoin, en vérité. Ils ne font pas ça pour s'amuser, hein, soyons clairs. Ils en ont besoin, donc il fallait répondre à ce besoin. La situation militaire est excessivement compliquée pour les Ukrainiens actuellement, parce que la guerre n'est pas finie. Et, à mon avis, tout à l'heure, René Girard disait, s'il a peur en 2023, tout le monde le souhaite. La guerre sera longue, en fait. J'ai peur que 2023, ça ne soit pas la paix. Mais enfin bon, donc tout ça va être long et donc ces chars vont être très utiles, si je puis dire, pour les Ukrainiens. Régis Janté, vous qui êtes à Tbilissi, ces chars vont vraiment être très utiles sur le terrain, c'est ce que dit Kiev, mais est-ce qu'ils vont arriver à temps? Est-ce qu'on parle ça va être très long pour les Abrams, moins long pour les Léopards? Est-ce qu'ils seront suffisants en nombre pour que ça change la donne sur le terrain? Moi, je ne suis pas un expert militaire, donc je laisse ça aux militaires. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début du conflit, effectivement, les Ukrainiens se plaignent de voir arriver l'armement occidental souvent assez tard. On se souvient, par exemple, de toute la période, la séquence de l'été dernier pour avoir des armes de longue portée ou de plus longue portée que ce qu'ils avaient précédemment. Et ça a fait que l'Ukraine, en attendant, a perdu beaucoup de terrain dans le Donbass, qu'ils ont ensuite commencé à reconquérir jusqu'à aujourd'hui, à compter de la fin décembre. Mais si j'en juge par ce que disent les dirigeants russes, et que je suis depuis une vingtaine d'années maintenant, on sent entre les lignes qu'il y a une vraie inquiétude côté russe, en fait. C'est-à-dire que les menaces, par exemple, sur l'usage de l'arme nucléaire sont ressorties par la bouche de M. Medvedev il y a quelques jours, en disant si vous amenez ces tanks sur le terrain, alors on va être obligé de surréagir. Et je le vois partout, chez quantité de dirigeants, des députés, des propagandistes, sortir ce discours en disant aussi, et on entend cette rhétorique aussi chez un certain nombre de gens en France qui font écho à la propagande russe, disant la Russie est invincible. Ça, en gros, en creux, ça veut dire ça ne sert à rien d'amener ces tanks sur le terrain. Donc une vraie crainte, je crois, du point de vue des militaires russes et du pouvoir politique, bien sûr. John Rick MacArthur, vous avez été surpris de cette annonce de Joe Biden aujourd'hui. Il dit « je ne veux pas l'escalade », mais est-ce que le risque, ça n'est pas l'escalade? Non, le risque, c'est surtout qu'on vient de faire un cadeau de propagande à Poutine énorme. Parce que nous sommes, je vous fais rappeler, à 10 jours à peu près du 80e anniversaire de Stalingrad. Alors Poutine va jouer sur ce nouveau front contre l'OTAN, l'Allemagne, et il va marteler sur la participation allemande. Et ça va bien sûr renforcer la solidarité entre Russes contre l'OTAN. Et étant donné que Poutine ne va jamais accepter l'Ukraine dans l'OTAN, je ne comprends pas le but final, parce qu'on va pas. Est-ce qu'on pense qu'on va vraiment écraser les Russes? Il y aura des chars allemands à Moscou, que la victoire veut dire que Poutine va démissionner ou quoi? Je ne comprends rien là. Vous ne comprenez pas? Vraiment, ça aide beaucoup la cause de la propagande russe. Thierry Volton voudrait réagir à ce que... renfloué, là. Thierry Volton voudrait réagir à ce que vous avez dit, oui, John Rick. Une des raisons qui ont fait l'hésitation allemande, c'est évidemment l'histoire. Vous comprenez bien que des chars allemands qui vont en Ukraine, pour l'instant en Ukraine, je ne crois pas qu'ils franchiront jamais la frontière russe, parce que je pense que les Américains ne veulent absolument pas. C'est ça la ligne rouge aujourd'hui. Non, c'est sûr que non. On ne rentre pas en Russie. On est sur une position de défense, et je pense que c'est ça qui est absolument essentiel. Et je crois que l'OTAN en restera là. Alors, ce qu'ils veulent éventuellement, bien sûr, c'est reprendre le territoire qui a été pris, c'est-à-dire le Donbass, y compris la Crimée, ce qui est un vrai problème d'ailleurs, parce que c'est plus compliqué de reprendre la Crimée pour des raisons historiques, si je puis dire. Mais en tout cas, je crois que c'est ça qui va se... Alors, est-ce que ça va se passer comme ça? Je n'en sais rien. Cadeau de propagande à Poutine, excusez-moi, mais il n'a pas besoin de ça. Je veux dire, il mène sa vie comme il veut. Absolument. Je veux dire, c'est un faux argument. Parce qu'il n'a pas besoin de Stalingrad ni pour faire que sa population le suive. Malheureusement, la télévision donne qu'une seule voix. Et c'est terrible parce que ça ferme beaucoup les esprits en Russie. Renaud Girard? Non, je crois que votre correspondant américain n'avait pas tort. Je pense que le symbole de chars, vous savez, les Allemands ont toujours eu des très bons chars.
la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui faisaient les meilleurs chars, qui s'appelaient les chars Tigre à l'époque, et qui étaient bien supérieurs aux chars américains, par exemple. Et les léopards? Les léopards il y en a 2000 en Europe. Ils passent pour être... Alors, moi, je suis très cocorico, donc je veux dire du bien du Charles Leclerc, mais il paraît qu'il y en a 100 qui sont en panne. Donc, le char Léopard a l'air d'être très fiable. Et en tout cas, il y a une tradition allemande de la qualité. Et c'est vrai que d'avoir 80 ans après, sur le sol ukrainien, des chars allemands, évidemment que c'est un symbole assez lourd. Et évidemment que ça va permettre à Poutine de solidifier le peuple russe en disant, voilà, nous avons maintenant des chars allemands contre nous et nous devons... il va dire ça, évidemment, c'est pas vrai, mais il va dire qu'il en va de l'existence même de la Russie. Il va dire la Russie, l'existence de la Russie en ton jeu. C'est le thème de la propagande, je pense, qu'il va utiliser. Donc je pense que ce qu'a dit votre correspondant américain est quand même assez pertinent. Voilà. Sabine Thilet? Oui, mais j'ai envie de dire, Poutine... Attendez, Jodrik, je vous donne la parole juste après. Je vous donne la parole juste après. Sabine Thilet, Poutine le dit déjà. Il parle déjà de l'existence de la Russie qui est en jeu. Il a déjà traité les Ukrainiens de nazis. C'était au début, ça. Maintenant, il dit qu'il faut défendre les russophones, les russophiles. Et je crois que, justement, le problème, c'est pas simplement les livraisons des chars, parce qu'on est aussi devant une guerre informationnelle. Ce qui nous pose aujourd'hui quand même beaucoup de problèmes. On a des problèmes de cyberdéfense aussi et de fausses informations. Donc il ne faut pas tout focaliser non plus sur les chars parce que ce qui se passe va beaucoup plus loin. Je vais vous faire réagir Thierry Volton, mais avant ça, je voudrais qu'on écoute justement Vladimir Poutine parce qu'il s'est exprimé aujourd'hui à l'université de Moscou. Écoutez ce qu'il a dit à ses étudiants. À proprement parler, au sens juridique, ce sont les forces d'occupation américaines qui se trouvent sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Et c'est ce qui se passe. Il y en a beaucoup. Et les politiciens allemands eux-mêmes disent que l'Allemagne n'a jamais été un État souverain au sens strict du terme. Une grande partie de ce qui se passe a des racines profondes et certaines bases. Bien sûr, le temps viendra certainement, et il n'y a aucun doute là-dessus, où l'Europe rétablira d'une manière ou d'une autre sa souveraineté. Bon, ça, c'était quand même intéressant. Il revient. Sous drapeau russe, je suppose. C'est ça. C'est comme ça qu'il l'entend. Attendez, il se trouve que je suis en train de travailler sur les discours de Poutine depuis 2000. Ça, c'était aujourd'hui. Il n'a pas changé de logiciel, si je puis dire. Bon, donc la souveraineté dont il parle, d'ailleurs, il a un logiciel qui est en vérité bloqué en 1945. Là, je veux dire, il nous raconte. Là, il parle de 1945, bien sûr, évidemment. Alors évidemment, Stalingrad va revenir sur le tapis, c'est clair de ce côté-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il ne parlait pas en fait. Je m'attendais à ce qu'il parlât de l'Allemagne. Non, il a pas dit du mal des Allemands. Il a dit. Il a concentré son discours contre les Américains, en fait. Oui. Il n'a pas parlé de l'Allemagne. Mais peut-être qu'il en parlera, on verra. Régis Janté, est-ce que on parle d'escalade quand même, parce que les Ukrainiens, vous êtes en Géorgie, donc vous avez effectivement l'écho des Ukrainiens de toute cette région du monde. Est-ce qu'on parle des risques d'escalade? C'est pas l'Ukraine. Il faut dire que la Géorgie. La Géorgie, c'est pas l'Ukraine. La Géorgie, c'est pas l'Ukraine, mais la guerre de 2008 a été lancée avec exactement, ou plutôt celle d'Ukraine à partir de 2014, a été lancée avec exactement les mêmes prétextes, le même vocabulaire et la même méthodologie qu'en Ukraine et dans la région. Les gens pensent que c'est une même guerre en réalité. Et c'est ce que je pense aussi, effectivement, ça me paraît assez évident vu d'ici. Les risques d'escalade, bien sûr, sont importants, mais les risques d'une victoire russe dans la région sont considérés comme aussi extrêmes, si vous voulez. La Géorgie, par exemple, sait très bien que si la Russie
Russie devait gagner d'une manière ou d'une autre en Ukraine, la Géorgie serait sommée immédiatement d'abandonner ses rêves européens et voire serait très exposée à de la déstabilisation, voire pourquoi pas un conflit si ça s'avérait nécessaire du point de vue russe. Donc oui, bien sûr que c'est considéré comme important, mais le risque est vu encore comme étant plus grand si toutefois la Russie l'emportait, puisque ce serait toute la région qui serait déstabilisée. Et je crois que c'est ce qu'on oublie aussi. On voit beaucoup les choses depuis Moscou, y compris depuis Paris, si j'ose dire. On regarde beaucoup les choses à travers les yeux de Moscou. On est beaucoup victime de sa propagande qui est faite pour. Faut jamais oublier que la Russie est une puissance pauvre et que la propagande est aussi un moyen, en quelque sorte, de pallier les faiblesses de l'État russe, économique notamment, militaire aussi, comme on les voit, sans dire bien sûr que la Russie est faible. C'est une grande puissance, très dangereuse, comme on le voit. Mais je crois que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que du sort de l'Ukraine dépend le sort d'autres pays de la région. La Géorgie, on en a parlé, mais c'est aussi la Moldavie, le Kazakhstan qui est assez troublé en ce moment. Et ce sont donc d'autres foyers de déstabilisation, de conflits qui pourraient avoir lieu en cas de victoire russe. John Rick, vous pouvez répondre peut-être sur ce qu'a dit Régis Janté. Vous qui êtes à New York, est-ce qu'aux États-Unis, on parle quand même des risques d'escalade? Joe Biden a bien dit « je ne veux pas rentrer dans l'escalade », mais c'est un risque. Non, justement, j'allais dire, et j'ai perdu un peu le fil parce que monsieur avant avait parlé d'un effort défensif par les Ukrainiens, que les chars seraient utilisés pour défendre l'Ukraine, pas pour envahir la Russie. Et il faut écouter, parlons de propagande. Si vous regardez la télévision américaine en ce moment, tous les jours, chaque soir, je vois que des voix faucons qui critiquent l'administration Biden pour sa timidité, pour ne pas être suffisamment agressif. Et c'est bien évident que les Allemands ont été poussés par Washington. Et il fallait bien que Washington s'engage à envoyer des chars pour que les Allemands soient persuadés politiquement que c'était dans leurs intérêts. Alors, et chez nous, il y a la grande majorité des voix dans l'establishment parlent d'une victoire contre la Russie, une victoire, pas une négociation, pas un règlement de compte, rien qui pourrait mener à une paix négociée. Et c'est vraiment, vraiment dangereux ce qui se passe chez nous. Il y a quasiment aucune voix anti-guerre ou pro-paix ou pro-négociation. Vous savez, je vous rappelle la lettre des 30 démocrates qui a suggéré encore très timidement qu'il fallait aller peut-être plus doucement et ouvrir les voies vers une négociation de la paix. Et ils ont été tout de suite frappés et ils ont tout de suite fait marche arrière parce que c'était une humiliation de suggérer une voie vers la paix. Donc il faut être vraiment sur l'offensive ici. Oui, Thierry Volton. Et c'est ça ce qui est dangereux. C'est aussi dangereux que la rhétorique et la guerre de Poutine. C'est la rhétorique de pro-guerre à Washington. C'est dominant. Thierry Volton. Oui, moi, j'entends ce qui a été dit et je ne nie pas que ça peut exister et qu'il y ait effectivement des courants aux États-Unis faucons, ça a toujours existé. Ce que je pense personnellement, mais ça, je veux dire, je ne suis pas un fait de Biden ni tout ça, mais ce que je pense personnellement, c'est que les Américains, d'abord, l'adversaire des Américains, c'est pas la Russie, soyons clairs. Elle est devenue leur adversaire via l'Ukraine interposée, si je puis dire, mais l'adversaire des Américains, c'est la Chine. Ça, et l'état-major américain ne travaille que sur ce scénario. Donc, cette guerre... Mais sur ce discours très guerrier dont parle John Rick. Ce que je voudrais dire, c'est que cette guerre est un handicap pour une véritable stratégie américaine. Parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent, ils dépensent beaucoup d'armement, ils sont obligés de tirer sur leurs réserves, y compris en Israël d'ailleurs, donc, etc., etc. Donc, c'est un handicap. Alors, je pense que penser que les Américains veulent pousser la guerre jusqu'à aller libérer Moscou, je crois que c'est de l'utopie, personnellement, et je pense que ça n'a jamais été envisagé. Ce qu'ils veulent, c'est évidemment faire un échec à la Russie,
Russie, parce que si jamais la Russie gagnait, ça serait une catastrophe pour l'ensemble de la région, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Donc voilà, et l'idée c'est de contenir la Russie et éventuellement de faire revenir l'Ukraine dans ses frontières initiales. Je vous signale, excusez-moi, je dis une petite chose, on l'oublie, que quand les Ukrainiens ont remis leurs armes nucléaires, il y a eu un accord qui a été donné. L'accord suivant, c'était que la Russie respecte les frontières. Donc la violation, cette guerre depuis 2014, depuis la Crimée, est une violation de cet accord. Renaud Girard, justement, sur ce discours va-t-en-guerre dont parle John Rick, vous êtes d'accord, vous, avec ce que dit Thierry Volton? Attention, de toute façon, à vouloir la paix, on ne l'obtient pas. Non, la guerre. Je pense que je suis d'accord avec ce qu'a dit d'abord Régis Janté. C'est vrai que tous les pays autour souhaitent ne plus avoir de souveraineté limitée, comme c'était la doctrine Brejnev, être entièrement indépendant. Ça, c'est tout à fait exact. Il y a aussi, c'est tout à fait exact que Boris Yeltsin, lorsque les Américains, enfin, ce sont les Américains qui ont demandé aux Ukrainiens d'abandonner leurs armes nucléaires en 1994. Il y a un texte qui a été signé en décembre, qui s'appelle le Mémorandum de Budapest, qui était signé par le Premier ministre de Grande-Bretagne, le président des États-Unis et le président de Russie, qui garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ça, c'est tout à fait exact. Je ne pense pas effectivement que les Américains et que Joe Biden aient voulu cette guerre. Alors, on peut dire qu'il y a peut-être un effet d'aubaine. Ça lui permet de vassaliser l'Europe, ça lui permet de vendre son gaz, etc. Mais je ne pense pas... Les États-Unis vont multiplier... Je ne pense pas que les Américains ont comploté pour cette guerre. Et je vous en donne deux preuves. La première preuve, c'est que en juin 2021, lors de la rencontre entre Poutine et Biden, Biden a accepté le Nord Stream 2, donc que la Russie puisse gagner de l'argent en vendant son gaz à l'Allemagne, c'était public. Et deuxièmement, il a envoyé William Burns, son directeur de la CIA, expliquer à Patrushev très longuement pourquoi il ne fallait pas que la Russie se lance dans cette guerre. Donc je ne pense pas que les Américains aient manœuvré effectivement en dessous pour provoquer une guerre en Europe. Ça, je ne pense pas. Il y a peut-être eu de la mauvaise diplomatie, etc. Il y a sans doute... Peut-être qu'il y a 90% de responsabilité pour Poutine dans cette guerre et 10% pour la diplomatie européenne, mais la responsabilité, évidemment, revient à la Russie. Je crois qu'effectivement, je crois que les Américains n'ont pas envie d'escalade, mais il y a effectivement parfois, parce qu'il faut dire les choses aussi, des propos qui peuvent être inquiétants du côté ukrainien. Alors évidemment, personne ne le dit, puisqu'on est tous contre l'agresseur et pour les agressés, mais quand il y a quelques jours, Zelensky a dit qu'il fallait dérussifier la Crimée, c'était un propos qui faisait froid dans le dos, qui d'ailleurs rappelait le propos incroyable de Poutine au début de la guerre, que vous avez rappelé, madame, et qui disait qu'il fallait dénazifier l'Ukraine, comme si l'Ukraine était un pays nazi. Sabine Tiller, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces chars Léopard, ils sont très européens, enfin, ils sont placés en Europe. On voit que les Européens, finalement, s'accordent pour les livrer. Mais on lit qu'aux États-Unis, par exemple, la différence, quand même, de moyens américains par rapport aux moyens européens, c'est que les États-Unis vont multiplier par 500 en 2 ans leur production de munitions au New York Times. On n'est pas à la même échelle, là, quand même. Non, on n'est pas à la même échelle, mais ça montre quand même bien qu'on a besoin d'avancer vers une défense européenne qui est de plus en plus nécessaire. Mais moi, j'aimerais bien quand même revenir... Là, on parle de la responsabilité des Américains, mais s'il vous plaît, n'oublions pas qui a attaqué, qui a amassé à la frontière. Russie, moi, j'étais l'année dernière à la conférence de sécurité à Munich. Il y avait peu de parlementaires, mais ce n'est pas encore trop mon domaine, mais j'étais quand même frappée de constater qu'au niveau européen, personne croyait à l'attaque de Poutine. C'était une semaine après. Enfin, je veux dire, je crois qu'il est quand même temps qu'on se réveille un tout petit peu et surtout quand même, je veux dire, moi, je suis européenne convaincue parce que, je l'ai déjà dit ici, parce qu'on a un bien absolument incroyable. On a toujours essayé, après la Deuxième Guerre mondiale, à ce que le pouvoir ne prenne pas le pas sur le droit. Et c'est ça qui se passe quand même avec Poutine. Il y a une violation du droit. Il y a une violation du droit. Il y a une violation du droit. Il ne supporte pas. Évident. Et ça, et là, on ne peut pas rester les bras croisés. Quoi qu'il en soit. Voilà. Mais ceci dit, je pense quand même, parce que les choses ne sont jamais noires, complètement noires et complètement blanches. Je crois par exemple que le propos
récent de dire de Merkel et de Hollande, de dire que oui, en fait, on a négocié un accord de paix qui s'appelle les accords de Minsk, qui ont été négociés notamment en février 2015, après une victoire russe à Debaltseve, de dire qu'en fait c'était une ruse et qu'il ne comptait pas donner une autonomie culturelle au Donbass. Je pense que ces propos-là ne sont pas nécessaires et montrent que les Européens peuvent ne pas avoir de parole, comme la Russie peut, vous l'avez souligné, ne pas avoir de parole, puisque la Russie, c'est vrai, a signé le mémorandum de Budapest qui garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Juste un mot. Aujourd'hui, on se rend bien compte que cette guerre va être longue. On le dit depuis un moment, mais bon, avec cette livraison de chars, comment est-ce qu'on s'installe finalement? Comment les pays occidentaux vont s'installer dans une situation de guerre longue, Thierry Volton? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. C'est parce qu'on voit ça de très loin jusqu'à maintenant. Parce que quand je parle des 500, des multiplications par 500 en 2 ans de la production des munitions des Américains, ça, c'est les États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer en Europe quand on s'installe dans un contexte de guerre longue? J'ose espérer qu'il y aura un réveil de l'Europe en ce qui concerne sa défense, qui est malheureusement bloquée depuis 1954, n'est-ce pas? Puisqu'il y avait une communauté européenne de défense qui a été votée, enfin qui a été refusée par la France d'ailleurs à l'époque, qui aurait permis peut-être la mise en place d'une armée européenne, ce qui n'est toujours pas le cas. Ça n'existe pas. Donc, je crois qu'on va s'installer dans un climat de mi-paix, mi-guerre. Mi-paix parce que, je veux dire, on n'est pas atteint directement, mais mi-guerre parce que la guerre, elle est là, et que l'ennemi, s'il gagnait, ce serait catastrophique pour nous. En vérité, dans cette alternative, il y a 2 choses qu'il faut savoir. À mon avis, Poutine ne peut pas gagner cette guerre, mais l'Occident ne peut pas se permettre de la perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie quitte totalement l'Ukraine, c'est ce que souhaitent les Ukrainiens, c'est-à-dire c'est ça, gagner la guerre. Entre le souhait des Ukrainiens et l'arrêté, parce qu'à un moment donné, il y aura forcément des négociations, soyons clairs, parce qu'on ne peut pas rester comme ça pendant 20 ans en guerre. Donc, alors peut-être que ça sera dans l'an prochain, peut-être que ça sera, bon, j'en sais rien, le plus tôt possible serait le mieux pour tout le monde d'ailleurs, mais alors, il est évident que les Ukrainiens vont être obligés de rabaisser un tout petit peu leurs prétentions, c'est-à-dire retrouver éventuellement le Donbass, ça va être assez compliqué, mais il faut qu'ils avancent en même un peu. Mais à mon avis, la Crimée, il va falloir quand même qu'ils fassent plutôt une croix dessus pour l'instant. C'est toujours ce que je dis depuis longtemps d'ailleurs. Sabine Tillet, comment on s'installe dans cette guerre? Ça, c'est une grosse question. Ça pose aussi d'ailleurs la question de la résilience de nos sociétés. Jusqu'où on est prêt à aller et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours chercher aussi des voies de négociation, tout en ayant une armée assez ferme derrière nous. Régis Janté, sur la Crimée, non, c'est intéressant. Effectivement, la Crimée, c'est un cas à part, parce qu'il faut se souvenir que nous, Occidentaux, nous avons fait la guerre, en fait, pour aider des sécessionnistes, comme les Russes ont fait la guerre pour aider les sécessionnistes russophones. Nous avons aidé les sécessionnistes albanophones. Nous avons fait la guerre à la Serbie en 1999. Et donc, il y a eu effectivement un référendum au Kosovo pour dire nous voulons être indépendants, comme il y a eu un référendum mais qui n'a pas été reconnu par la Serbie, comme il y a eu un référendum en Crimée pour se rattacher à la Russie. Mais donc, effectivement, sur ce dossier-là, nous ne sommes pas complètement blanc-bleu, nous, occidentaux. D'autant plus, excusez-moi, je rajoute quelque chose, d'autant plus que lorsqu'il y a eu l'invasion, parce qu'il y a eu l'invasion de la Crimée en 2014, les Occidentaux n'ont pas été très courageux, je pourrais dire, parce qu'ils ont quand même, ils ont protesté, mais il n'y a pas eu de... Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de rappeler aujourd'hui dans les diplomaties occidentales. Donc c'est pour ça que je pense que malheureusement, je pense que la Crimée, c'est un cas à part qui arrangera tout le monde, sauf évidemment les Ukrainiens, soyons clairs. Régis, les dadons de la force. Régis Janté, la Crimée, c'est un cas à part ou pas? Qu'est-ce qu'on en dit du côté où vous résidez? Et puis d'ailleurs, comment est-ce qu'on perçoit justement de Géorgie cette installation dans la guerre? Parce qu'on sait qu'il y a un projet de pacte de sécurité tout de même. On parle de l'Ukraine qui ne rentrerait pas dans l'OTAN, mais il y aurait des garants, peut-être un groupe garant. Il y a tout un projet qui est en train de voir le jour avec l'ancien secrétaire général de l'OTAN d'ailleurs, me semble-t-il, Rasmussen. Donc ça redistribue un peu les cartes dans la région, cette installation dans ce conflit. Oui, pour revenir sur les référendums et revenir sur ce que disait Renaud Girard, il y a quand même une différence majeure. C'est que je crois que pour le Kosovo, on s'est donné 10 ans avant d'organiser le référendum, si je ne me trompe pas,
tandis qu'en Crimée, on s'est donné 10 semaines, ou moins d'ailleurs. C'est quand même pas les mêmes conditions, et pour l'avoir couvert à l'époque pour RFI et le Figaro aussi d'ailleurs, je me souviens de voir les chars évidemment aux portes des bureaux de vote en Crimée. Donc c'est quand même pas du tout la même histoire, comme c'est pas du tout la même histoire non plus pour le Donbass. On oublie toujours ça, mais ce sont des petites informations mais qui sont fondamentales. Par exemple, on a des milliers d'emails qui ont été hackés par des hackers, notamment de l'assistant de M. Poutine de l'époque, s'appelait Surkov en 2014, et qui montrent comment on a forgé le séparatisme du Donbass. Moi, j'ai beaucoup enquêté après sur cette question. Enfin, on sait combien on a des dossiers XL, on sait combien coûte d'organiser une manifestation pro-russe à Kharkiv en 2014. Donc, c'est vraiment quelque chose de forgé. D'ailleurs, ça n'a pas marché à Kharkov. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'effectivement, vous avez raison de le souligner. Contrairement à la Crimée, qui était pro-russe, le Donbass, dans sa majorité, la majorité n'était pas pro-russe. Il y avait peut-être maximum 30% de pro-russes, mais pas plus. Mais qu'est-ce que ça dit, Régis, justement, dans des jours, des semaines qui viennent, des mois qui viennent, cette installation, en fait, dans le conflit ? Ce que j'entends souvent en Géorgie, puis je l'entends ailleurs dans la région, je me souviens de parler avec des Kazakhs sur cette question, par exemple, beaucoup rappellent de ce qui s'est passé en 2014, où précisément avec ces accords de Minsk, qui sont obtenus au forceps par M. Poutine, on se trouve dans une situation où on obtient quelque chose de M. Poutine, on arrête la guerre, et puis on voit bien que ça n'a pas suffi, et que finalement la guerre a repris en 2022. Donc on se dit que si toutefois on devait négocier de manière trop tôt, là où la Russie sera encore en position de force, ou d'une certaine force, on va dire, eh bien... on se promettrait de voir le conflit redémarrer à nouveau, et encore plus violemment peut-être, dans 6 mois, dans 6 ans, etc. Donc c'est une des choses qui inquiète beaucoup ici. On est aussi très attentif au fait qu'il est très difficile de négocier avec M. Poutine. On entend beaucoup ça en Europe, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En Géorgie, par exemple, on avait observé de très près l'offre de M. Obama en 2000... alors en quelle année c'était 2008, de faire un reset, de négocier avec la Russie, une vraie offre, parce que déjà la question chinoise s'imposait aux dirigeants américains, et M. Poutine n'a jamais saisi cette main tendue. À l'époque c'était M. Medvedev, mais le chemin a été sapé. Et le pays où je vis, la Géorgie, est un très bon exemple, puisqu'on a un gouvernement très conciliant à l'égard de la Russie depuis 2012, depuis 10 ans maintenant, et on voit que malgré tous les efforts, toutes les concessions qui ont été faites par ce gouvernement, eh bien, on s'aperçoit, qui est d'ailleurs perçu comme pro-russe aujourd'hui, on a plein d'éléments pour étayer cette thèse, on s'aperçoit qu'aucune concession, fût-elle symbolique, n'a été faite à l'égard de la Géorgie sur les 2 territoires séparatistes qu'elle a. John Rick, je voudrais juste un mot à dire. Parce que John Rick MacArthur n'est pas du tout intervenu, donc là je sais qu'il est à nouveau avec nous à New York. John Rick, parce que vous disiez, il y a ces va-t-en-guerre, on est très va-t-en-guerre sur les médias aux États-Unis, mais effectivement, quelles sont les opportunités de négociation aujourd'hui avec Vladimir Poutine ? Vous pouvez réagir sur peut-être ce qu'a dit Régis Janté ? Premièrement, on peut considérer le fait que Poutine a installé des missiles nucléaires dans le Kaliningrad, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans, 3 ans de ça. Alors, il y a des enjeux européens. On pourrait négocier le retrait, le recul russe de leurs missiles nucléaires en Kaliningrad, juste à côté de la Pologne, sur la frontière de la Pologne. En même temps, je ne comprends pas pourquoi on ne discute pas les parallèles avec la crise des missiles cubains. Évidemment, les Américains, il a fallu bien qu'on recule, qu'on retire les missiles cubains en Turquie de l'OTAN. Ils l'ont fait en secret, bien évidemment, mais c'est quand même, ça donne un exemple de la possibilité de la négociation. Mais il va falloir, bien sûr, accepter le refus total de l'adhérence de l'Ukraine dans l'OTAN. Et si on refuse de le considérer, de le mettre dans le panier d'outils pour une négociation, on ne va jamais arriver à convaincre Poutine qu'on veut la paix. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, il n'y a que des voix faucons à Washington maintenant. On n'entend aucune voix vraiment sérieuse parmi les grosses têtes du establishment qui parlent d'une voie de négociation.
Thierry Volton. Oui, moi je veux bien qu'on fasse des parallèles avec Cuba, etc. J'entends bien, mais enfin, on n'est pas dans la même échelle. Excusez-moi de vous le dire. Même s'il y avait des missiles qui menaçaient les États-Unis, il n'y avait pas des bombardements quotidiens, il n'y avait pas des gens qui mouraient, il n'y avait pas des gens qui étaient dans le froid, etc., etc. Il n'y avait pas tout ça. Donc il y a quand même, on n'est pas du tout dans la même perspective historique, j'entends bien. Alors, je veux bien que l'on parle de négociations, de céder des choses, etc., pour essayer d'amadouer le camarade Poutine. Chacun sait est un grand pacifiste, mais encore faudrait-il qu'il veuille négocier. Dans une négociation, il faut à la fois avoir des volontés de négocier et surtout un terrain de négociation. Et jusqu'à présent, d'après ce que je l'ai dit, la propagande, d'après ce que dit Poutine, il n'est pas question de terrain de négociation. À mon avis, le seul terrain de négociation qu'entendrait Poutine, c'est ce qu'il a dit devant ces jeunes étudiants qu'on a vus tout à l'heure, la souveraineté européenne, entendue parce que c'est évidemment comme ça qu'il l'entend, cette souveraineté européenne, c'est la Russie qui va la porter. Donc c'est pas vraiment un terrain de négociation pour les Européens. Je préfère qu'il est prêt à briser le lien transatlantique. Donc, bien sûr, mais bon. Voilà. Non, ce que je pense qui est important, et ça a été dit d'ailleurs par Thierry Volton, je pense que ce qui est très important, c'est que l'Occident, effectivement, ne peut pas se permettre que l'Ukraine perde cette guerre. On ne peut pas se permettre que les Russes prennent Kharkov ou même prennent... Pourquoi? Parce qu'il y a un droit international. La Russie a librement reconnu l'indépendance de l'Ukraine et donc il faut faire respecter le droit international. Par ailleurs, nous savons que sans doute la Russie ne peut pas se permettre non plus, ou le régime de Poutine ne peut pas se permettre existentiellement de perdre cette guerre. Et donc, il faut arrêter le massacre. Arrêter le massacre. En 14-18, il a duré 4 ans, le massacre. Là, il faut l'arrêter. Comment on fait pour arrêter le massacre? Il y a une petite lumière au bout du tunnel. Je la vois dans la lettre que Olena Zelenska, la femme du président ukrainien, a donnée à la délégation chinoise à Davos, où elle a demandé qu'une autre grande puissance, qui est donc la Chine, les États-Unis et la Chine, use de son influence sur la Russie pour obtenir une paix. Et moi, je trouve qu'effectivement, la Chine est un médiateur tout à fait possible. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va le faire? Elle n'a pas encore répondu à cette offre. Et je pense qu'il faut que les deux superpuissances qui ont de l'influence sur la Russie et sur l'Ukraine, il faut quand même arrêter le massacre. Il y a un massacre. On n'a plus le temps, Thierry Volton. Pour des histoires politiques. Les intérêts de Pékin, quand même. Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce qu'on veut encore 100 000 morts? Est-ce qu'on veut 200 000 morts? Combien de morts on veut? En Irak, il y a eu, sur une guerre illégale, faite d'ailleurs par les Américains, il y a eu 200 000 morts. D'après les think tanks américains, on en veut combien? Voilà, c'était une ouverture. Simplement pour Pékin, cette guerre est à la fois un handicap, mais aussi quelque chose de très bien, parce que ça affaiblit. C'est un affaiblissement de fixation. Est-ce que ça va dans le sens des intérêts de la Chine ou pas? Ça affaiblit beaucoup quand même. La Chine refusera de faire. On aura l'occasion de faire d'autres débats. Merci beaucoup, Renaud Girard, Thierry Volton. Merci beaucoup à vous, Sabine Tillet. Merci à Régis Janté. Merci John Rick MacArthur, qui était avec nous en direct de New York. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et vous restez avec nous sur France 24.